C'est une journée presque normale qui débute ce matin à l'hôpital Léon Binet de Provins. Oh là là, mais que fait le Père Noël ici? J'espère tout de même que ce n'est pas trop grave, il a l'air complètement dépité. Mais, attendez, qu'est-ce que j'entends? Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour de Noël bien triste pour tous. Aucun cadeau au pied du sapin. Pour en savoir plus, retrouvons Cindy. Bonjour Patrick, effectivement, l'année dernière, le Père Noël n'a pas pu assurer la livraison des cadeaux. Il serait actuellement hospitalisé à l'hôpital Léon Binet à Provins, en Seine-et-Marne, pour cause d'obésité. Merci Cindy, on vous recontactera pour plus de précisions. En effet, l'obésité est un phénomène omniprésent dans notre société. Aussi, elle nous coûte de plus en plus cher chaque année. Pour répondre à vos questions, la rubrique économique sera consacrée à l'obésité. En effet, de nos jours, au sein de nos sociétés occidentales, le budget de santé des États est de plus en plus dépensé pour l'obésité. Et pour cause, on observe une recrudescence du taux de prévalence de l'obésité. Il faut tout d'abord savoir que le diagnostic de l'obésité est émis grâce à un calcul simple. L'on divise le poids en kilogrammes par la taille en mètres au carré. On obtient alors un IMC, indice de masse corporelle. Un IMC supérieur à 30 indiquera que la personne est obèse. D'après la 6e édition des enquêtes d'OV-Piroche, on constate une nette augmentation du nombre d'obèses en France depuis 1997, plus 7,5%, malgré un léger ralentissement entre 2009 et 2012. Au terme d'une étude du McKinsey Global Institute en 2014, on a estimé que l'obésité engendrait des dépenses de 2 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit 2,8% du PIB. Des études internationales sur les coûts économiques de l'obésité ont montré qu'elle représentait 2 à 7% des dépenses de santé dans les pays développés. En France, d'après des estimations de Neminenhall, les dépenses comprenant les coûts directs, des soins de santé individuels, des soins hospitaliers, des consultations médicales et des médicaments dispensés pour des maladies ayant un rapport avec l'obésité, s'élèveraient en 2014 à 54 milliards d'euros. D'après un discours de 2010 de Michelle Obama, première dame des États-Unis, le gouvernement américain dépense 150 milliards de dollars par an pour traiter des maladies liées à l'obésité, soit environ 1657 dollars dépensés pour un individu obèse en 2010. Encore aux États-Unis, Michelle Obama est l'égérie de la lutte contre l'obésité. En effet, en lançant son programme Let's Move, Bougeons en français, en février 2010, elle a déclaré la guerre contre l'obésité infantile. Pour ce faire, Let's Move implique les écoles avec 1 heure de sport quotidienne, une amélioration des repas avec l'aide de 2400 chefs cuisiniers en collaboration avec près de 4000 établissements scolaires. Cette campagne implique également les grandes firmes alimentaires ainsi que les grandes distributions qui ont contribué à la multiplication du nombre de grandes surfaces dans les zones où l'accès à une alimentation saine était minime, voire inexistante. En France, le Plan National Nutrition Santé, PNNS, est lancé en 2001. Ce plan de santé publique s'axe principalement sur la nutrition. D'après le PNNS, la nutrition est l'équilibre entre les apports liés à l'alimentation et les dépenses occasionnées par l'activité physique. Et c'est d'ailleurs le déséquilibre nutritionnel qui est le principal déterminant de l'apparition de l'obésité. En juillet 2011, le ministère de la Santé lance le Plan National Nutrition Santé 2011-2015, qui s'articule cette fois-ci avec le plan obésité, PO, de 2010-2013. Le PLEO concerne les renforcements du dépistage du surpoids et de l'obésité, l'amélioration des actions de prévention, la réduction des inégalités de santé et l'intensification des efforts de recherche. D'après le rapport de l'OBSEF numéro 8 de 2005-2006 de M. Gérard Deriot, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, le PNNS 2001-2004 a impliqué 41,9 millions d'euros de dépenses, soit un peu moins de 0,78 centimes par habitant pendant ces 4 années. Selon un sondage de Pierre, Chérifa et Priscilla, lycéens au lycée Thibault de Champagne de Provins, sur l'échantillon étudié, plus la catégorie d'âge est élevée, plus la médiane est élevée. La médiane correspond à la valeur qui divise la catégorie en deux parties. Ici, l'IMC, tel que 50% de l'échantillon, un IMC inférieur, et les 50% autres, un IMC supérieur. Plus la médiane est élevée, plus les IMC de la catégorie sont élevés. On remarque que la médiane de la catégorie des plus de 25 ans est la plus élevée. L'écart interquartile ou étendue interquartile
est une mesure de dispersion qui s'obtient en faisant la différence entre le premier et le troisième quartile. Le plus petit écart interquartile et la plus petite médiane correspondent à la catégorie des 14-16 ans. La moyenne, qui est l'unique valeur que devraient avoir tous les individus d'un échantillon pour que le total soit inchangé. L'augmentation de la moyenne montre donc que plus la population vieillit, plus l'IMC augmente. L'écart type permet de mesurer la dispersion de l'échantillon autour de la moyenne. Plus il est faible, plus l'échantillon est homogène. L'échantillon le plus homogène est la catégorie d'âge la plus jeune. L'analyse des coupes médiane écart interquartile et moyenne écart type a permis de conclure que plus la population est âgée, plus l'IMC est élevé. Selon le même sondage, 63% des hommes interrogés ont un IMC supérieur à 25. Ils sont donc en surpoids, contre seulement 37% des femmes. Notons cependant que les 3 personnes ayant un IMC supérieur à 30 sont des femmes. C'était la rubrique éco, je vous retrouve la semaine prochaine. Pendant ce temps, Bonjour Monsieur le Père Noël, comment allez-vous? Alors docteur, ce n'est pas trop grave? Vous êtes atteint d'obésité. Surtout ne vous inquiétez pas, c'est une maladie non infectieuse. L'obésité est une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. La maladie en soi n'est pas dangereuse, pourtant elle permet d'engendrer d'autres maladies telles que le diabète de type 2. C'est le type de diabète le plus fréquent de 90 à 95%. Le diabète correspond généralement à une hyperglycémie, soit une trop grande concentration de glucose dans le sang. Normalement, les cellules bêta des îlots de Langerhans ou îlots pancréatiques produisent une hormone appelée insuline. Les glucides consommés au cours des repas sont transformés en glucose puis circulent dans le sang pour ensuite être stockés dans le foie. Toutes les cellules de notre corps ont besoin de glucose pour fonctionner. C'est l'insuline qui gère alors la distribution du glucose dans tout l'organisme et ainsi assure un taux dit normal de glucose dans le sang, soit 0,63 à 1,1 g par litre à jeûne. Dans le cas du DNID, on dit que le patient souffre d'insulinopénie. L'insuline est produite en trop faible quantité ou soit d'insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline fonctionne moins bien. Le glucose reste donc dans le sang en grande quantité, provoquant l'hyperglycémie et les cellules ne sont plus assez approvisionnées en glucose. Cependant, il n'y a pas que le diabète de type 2. L'obésité peut engendrer aussi des maladies cardiovasculaires. Elles correspondent principalement à des dépôts de cholestérol sur les parois des artères qui vont conduire à un rétrécissement de celles-ci. Au fil du temps, les artères vont se durcir, c'est l'athéosclérose. La diminution du diamètre des artères empêche le sang de circuler fluidement. Si on ajoute à cela un DNID mal ou pas traité, le glucose présent en excès dans le sang rigidifie la paroi des vaisseaux sanguins, c'est la glycation. Cette combinaison de symptômes peut aboutir à l'obstruction des vaisseaux et donc à l'interruption de la circulation sanguine. Si c'est un vaisseau du cœur, on dit que c'est un infarctus du myocarde. Si c'est un vaisseau du cerveau, on dit que c'est un accident vasculaire cérébral. Il existe d'autres maladies telles que les problèmes rhumatologiques. Sur les articulations, on retrouve un tissu conjonctif, le cartilage, qui permet de faciliter les mouvements. L'arthrose correspond à une altération de ce tissu causée par un stress mécanique, ce qui va rendre les mouvements douloureux. Dans le cas de l'obésité, le tissu adipeux qui comprend les cellules graisseuses produit des adipokines. Ces protéines nuisibles pour les articulations vont contribuer à leur inflammation. Mais comment l'avez-vous su? Nous l'avons su grâce à un calcul simple qui a permis de déterminer votre indice de masse corporelle appelé IMC. Pour cela, nous vous avons mesuré puis pesé en divisant votre poids en kilogrammes par votre taille au carré en mètres. Attendez un moment. Voilà, je vais vous montrer une petite animation pour vous aider à comprendre. L'obésité est un excès de masse grasse. Biologiquement, la masse grasse correspond au tissu adipeux. Le tissu adipeux, présent notamment au niveau de la sangle abdominale, est censé stocker les apports lipidiques sous forme de triglycérides dans les adipocytes qui le composent. Il existe 2 sortes d'adipocytes, et donc 2 types de tissus adipeux. Les adipocytes blancs qui stockent les lipides et les adipocytes bruns qui produisent de la chaleur par thermogénèse. Les adipocytes blancs se composent d'une grosse vacuole ou gouttelette lipidique. En périphérie de la cellule, on retrouve le noyau et le cytoplasme, le tout entouré de la membrane plasmique.
Les adipocytes bruns, quant à eux, se composent de plusieurs petites gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme et de mitochondries assurant la thermogénèse. Les adipocytes augmentent de volume si l'apport lipidique est trop important et que les dépenses sont insuffisantes. Ce phénomène est appelé l'hypertrophie. Arrivés à leur volume maximal, ils se divisent et se multiplient, c'est ce qu'on appelle la phase hyperplasique. Ainsi, le tissu adipeux croît tant en nombre qu'en volume. Le second rôle du tissu adipeux est de communiquer avec le reste de l'organisme. En effet, les adipocytes sont des cellules sécrétrices endocrines, c'est-à-dire qu'elles sécrètent des hormones telles que la leptine qui déclenche la satiété par exemple. C'est pour cela que la croissance incontrôlée du tissu adipeux ne se répercute pas seulement sur le poids de l'individu, mais aussi sur tout le reste de l'organisme. Voici alors les principaux mécanismes de l'apparition de l'obésité. J'espère avoir été clair et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant. Bonjour Monsieur le Père Noël. Est-ce qu'il y a des chances pour que je guérisse? Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, l'obésité n'est pas une fatalité en soi. D'autant plus que mes collègues n'ont apparemment pas détecté de complications importantes, si ce n'est une légère arthrose. Cependant, il vous faudra redoubler d'efforts pour mener à bien votre traitement. Je vous ai préparé un programme qui cible d'une part votre alimentation et d'autre part votre activité physique. D'un point de vue alimentaire, vous devrez consommer des féculents à tous les repas. Les viandes, volailles et œufs, 1 à 2 fois par jour seulement. Et surtout, n'oubliez pas un minimum de 5 fruits et légumes par jour. Évitez les sucreries et sodas, mais n'hésitez donc pas à vous hydrater régulièrement avec de l'eau autant que vous en voudrez. Prenez le temps de bien lire les étiquettes des produits que vous achetez et choisissez-les les plus frais possibles. Et enfin, pour finir, finis les grignotages devant la télé et place à l'activité physique tous les jours. Et oui, Monsieur le Père Noël, une nuit de travail par an, ce n'est pas suffisant. Je vous souhaite un prompt rétablissement, Monsieur le Père Noël. J'espère que vous suivrez mon programme à la lettre pour être sur pied au plus vite. Quelques mois plus tard. Ho ho ho! Bonjour tout le monde. Je vais mieux. Je vais pouvoir reprendre ma distribution de cadeaux. Mais attention, mangez sainement et faites de l'exercice. Merci de votre attention.